Le plaisir, mesdames, messieurs, de recevoir ce soir Lansana Gagny Sakho, président du Cercle des administrateurs publics, le CAP, ou vous dites CAP pour faire plus simple? Oui, on dit CAP pour faire simple. C'est le CAP, hein? C'est ça. Vous êtes le PCA, le président du conseil d'administration de l'APIX. Oui, je suis président du conseil d'administration de l'APIX et j'ai été honoré d'être porté à la tête du CAP. CAP, Cercle des administrateurs publics. Alors, je pense qu'avant de commencer, on va commencer par l'actualité, justement, avec Matam Bakel qui dira le nord et l'est en état de catastrophe naturelle. Et je pense que vous êtes originaire de la zone. Je suis originaire de Diawara. Diawara, c'est où? Oui, Diawara, c'est dans la même zone. C'est Diawara, c'est un peu célèbre c'est par Diawara que les histoires en Sénégal et Mauritanie avaient commencé. Donc j'exprime toute ma solidarité vis-à-vis de ces populations. Le problème, c'est que ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est récurrent. Je pense que la solution à long terme, c'est de draguer le fleuve, définitivement, pour que les populations n'aient plus à vivre des difficultés aussi importantes. Et le gros paradoxe dans cette zone, c'est qu'il y a beaucoup d'eau, mais les populations n'ont pas assez d'eau potable. Je pense qu'il faut l'attaquer à bras-le-corps. Il y a certaines régions du Sénégal où il faut faire une discrimination positive. C'est toute la boucle qui va de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Kédougou et toute la région de Tambacounda. Ces zones ont été largement délaissées et je pense qu'il y a un équilibre à faire et ça rentre dans le cadre du nouveau programme du gouvernement Sénégal 50. Mais pour ce qui est de l'urgence, les populations réclament l'appui de l'État. Voilà, l'État est déjà là. Je pense qu'il y a un appui qui se fait. Mais je pense qu'il faut qu'on évite des solutions paracétamol. Après, il faut travailler dans la durée pour que de telles difficultés ne se renouvellent plus. Encore une fois, j'exprime toute ma solidarité vis-à-vis de ces populations. Alors, dans l'actualité, toujours, le SND 2050, lancé hier au CICAD, là également, beaucoup de critiques, notamment, certains disent que c'est un PSE bis. C'est un plan. Je pense qu'il faut le prendre comme ça. C'est un plan. On ne peut pas dire que c'est un PSE bis. Je vais peut-être rapidement revenir sur les différences fondamentales entre Sénégal 2050 et le PSE bis. D'abord sur la durée. On est sur des horizons beaucoup plus longs. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence fondamentale, je pense qu'il y a une volonté très claire du gouvernement du Sénégal de mettre en avant le secteur privé. Je pense que dans le PSE, le secteur privé est national et le parent pauvre. Je pense qu'il y a un changement important à ce niveau. L'autre changement important, je pense que le gouvernement a clairement exprimé que nous ne ferons pas d'investissement sur des infrastructures qui n'apportent pas de la valeur ajoutée. Vous prenez le stade Abdoulaye Wade, près de 150 milliards de francs CFA. Vous prenez l'Arena, vous prenez le Terre. Ce n'étaient pas des choses qui étaient prévues dans le PSE, mais qui ont été réalisées. Je pense que des investissements comme ça, on ne les voit pas dans ce nouveau programme. Mais à mon avis... Mais justement, est-ce que c'est parce que cela a été fait qu'il n'y a pas nécessité de le mettre dans le nouveau programme? Non, on n'aurait pas dû le faire. Moi, ce que je dis, le TER, on n'aurait pas dû le faire. Le TER, c'est un train avec sa spécificité qui aurait peut-être été utilisé pour faire de grandes distances, mais pas de petites distances. Un RER aurait largement suffi. Dans le budget, la LFI 2024, il y a 15 milliards de francs CFA de subventions sur le TER. C'est là où ça pose problème. En fait, il faut faire des investissements qui ne coûtent plus de l'argent à l'État, mais qu'on ait la possibilité d'amortir. Voilà, c'est ce que je dis. Il faut sceller les priorités. Le PSA a généré de la croissance, mais cette croissance n'a pas forcément été impactée dans le panier de la ménagère. Par contre, je pense qu'il y avait de bons côtés dans le PSE, de façon objective. Comme il y a de très bons côtés dans ce plan. Le plan est un plan. Le plus difficile, moi je pense la chose la plus importante, c'est l'exécution. Qui va faire? Vous avez beau avoir beaucoup d'argent, vous avez beau avoir des plans les plus affinés possibles, et je pense que le plus important c'est maintenant l'exécution. Et je pense qu'à ce niveau, la vision est très claire sur ce que nous allons faire. Alors très rapidement, l'autre trouble pour certains, ce sont les hommes aussi, qu'on a retrouvé aussi bien au PSE maintenant que dans le SND, dans la confection, dans l'élaboration en tout cas. Victor Ndiaye, par exemple, pour ne pas le nommer, son nom est revenu énormément de fois. Souleymane Diallo, il y en a d'autres aussi. Bon, pour ne pas les nommer, hein. Non, c'est bien de les nommer. C'est bien de si j'en ai nommé deux. Ça ne me gêne pas qu'on les ait nommés. Moi, je pense que le plus important, c'est de regarder la quintessence du plan, le contenu. Est-ce que c'est un plan rationnel qui va répondre aux besoins des Sénégalais? Victor, comme Souleymane Diallo, ce sont des Sénégalais. Je pense qu'ils ont une expertise. Rien n'empêche de les faire travailler. Je ne crois pas qu'ils aient fait des copier-coller. Donc, ce que je dis, moi, c'est que
si c'est une expertise locale, même internationale, ça ne gêne pas. Mais le plus important, c'est que ce plan ait fait l'objet d'un partage inclusif, que toutes les parties prenantes puissent se retrouver. Hier, le chef de l'État a bien dit qu'il est toujours perfectible, avec s'adresser naturellement au secteur privé, qui est la cheville ouvrière en termes d'exécution du plan. Et je pense que c'est ça la chose la plus importante. Les critiques, il y en aura toujours. Je pense que ce pays, il est fait comme ça. Il ne faut pas tomber dans le piège de suivre les critiques. Il y a une feuille de route. Il faut se mettre dessus et l'exécuter. C'est la chose la plus importante. Alors, Lansana Gagny Sakho, on va y aller très vite. Quel intérêt dans la création de CAP, comme vous l'avez dit, aussi bien pour l'État, mais également pour l'État central, pour les établissements publics, sociétés nationales et agences? Voilà, je pense que on va aller par étapes. L'État du Sénégal, comme beaucoup de pays africains, ont engagé des réformes très importantes. En prenant des missions de l'État central et en disant on va les donner à des agences, à des organisations autonomes, ce qu'on appelle en général le secteur parapublic. Pourquoi on a fait ça? On a supposé que ces établissements, on devait y appliquer les méthodes du secteur privé pour qu'elles soient plus performantes. Au bout de 20 ans, on s'est rendu compte qu'on en a une centaine. Au bout de 20 ans, on s'est rendu compte qu'elles ne sont pas performantes. Au bout de 20 ans, on s'est rendu compte qu'elles ne répondent pas aux besoins des populations. Pour deux raisons. D'abord, il y a un problème d'organe de contrôle. C'est la Cour des comptes qui contrôle et elle passe tous les 2 ans. Mais surtout, la perception qu'on a du président de conseil d'administration, c'est quelqu'un qui est en fin de carrière. C'est quelqu'un qui vient, qui s'assoit, qui prend ses indemnités, qui s'en va. Et je pense que c'est un autre point important de la rupture. Le président du conseil d'administration a un rôle éminemment important. Mais excusez-moi, là également, les présidents de conseil doivent être bien au fait, ou au cœur, en tout cas, de métiers des structures qu'ils dirigent, entre guillemets justement, ou qu'ils conseillent pour pouvoir impulser, conseiller, comme je dis, orienter, superviser, évaluer. Vous n'êtes pas ça doit aller beaucoup plus loin que ça. Quand vous avez ce qu'on appelle un plan stratégique, c'est le conseil d'administration qui doit le valider. Quand vous avez ce qu'on appelle un contrat de performance, c'est le conseil d'administration qui va le valider. Vous savez, ces agences sont le bras, sont le bras opérationnel de l'État. Je vous ai parlé un peu de plan tout à l'heure. Normalement, ce qu'il faut faire, nous avons un plan. Ce plan, il faut maintenant le découper en stratégie et regarder à chaque agence quelle est la stratégie de cette agence sur ce plan pour voir est-ce qu'il y a une cohérence. Quel est le plan, le contrat de performance du plan sur l'agence également. Et si ce travail n'est pas fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver pendant 2-3 ans et on va se dire qu'est-ce qu'on a fait. Je vous ai dit tout à l'heure, avoir un plan c'est bon, mais le plus important c'est l'exécution. Voilà. L'objectif du CAP, c'est que les présidents de conseil d'administration arrivent vraiment à jouer leur rôle. Ils sont des représentants du chef de l'État, arrivent vraiment à jouer leur rôle, arrivent à impulser, comme vous dites, arrivent à surveiller et arrivent à corriger. Je suis d'accord avec vous que ça peut poser parfois quelques problèmes, mais c'est pour ça qu'on a mis en place cette organisation et c'est pour maintenant renforcer également la capacité des membres. J'ai parlé à la direction du secteur parapublic qui est très attachée sur ça, etc., etc. Je pense qu'il le faut. Aujourd'hui, on parle de pléthore de personnel dans les agences. On parle de multiplication, de divergence sur certains projets. Si les présidents de conseil d'administration jouaient réellement leur jeu, leur rôle, ça ne pourrait jamais arriver. Savez-vous qu'on ne peut pas recruter une personne dans une agence, dans un établissement public, sans l'accord, sans l'aval du conseil d'administration. Normalement, chaque année, quand vous faites votre budget, vous présentez ce qu'on appelle votre plan de recrutement. Et pour chaque fonction, vous devez expliquer pourquoi vous le faites. Aujourd'hui, vous prenez toutes les sociétés anonymes. Je parle bien des sociétés anonymes de l'État. Elles sont toutes en faillite. Elles sont toutes perdues. Hier, j'entendais le DG d'Académique qui disait on a perdu la moitié de nos capitaux propres. Vous voyez la Poste, ce qui se passe. C'est parce que le conseil d'administration n'a pas forcément bien joué son rôle. Et ce qu'on oublie également, c'est qu'un président de conseil d'administration a la responsabilité pénale. Et ça, on l'oublie souvent. Maintenant, justement, notre objectif, c'est d'accompagner le gouvernement pour d'abord qu'on soit sûr que les performances sont atteintes, mais c'est également d'accompagner le gouvernement et d'anticiper sur les missions de la Cour des comptes.
Parce que si le conseil d'administration fait correctement son travail, oui. je pense que la Cour des comptes aura beaucoup moins de choses à faire. Alors pourquoi ne regrouper que les PCA, PCS, PCO alors que la mission de supervision incombe à l'ensemble des membres du conseil ainsi désigné, comme vous l'avez dit. Vous ne craignez pas d'être accusé d'élitisme? Non, je pense que tous les autres administrateurs qui sont dans les conseils, ils ont d'autres missions ailleurs. Je pense qu'on a voulu être ensemble d'abord pour renforcer la capacité. Renforcer la capacité, les gens puissent savoir ce qu'ils ont à faire, ça c'est important. Je ne pense pas que c'est une question d'élitisme, mais c'est plus une question d'accompagner le gouvernement pour que le travail puisse être fait correctement au niveau des conseils d'administration. Par exemple, ce que je peux vous dire qui est quelque chose d'important qu'on va faire, nous avons prévu de faire un atelier de partage sur le plan stratégique, sur le plan Sénégal 2050. On va faire un atelier, tous les présidents de conseil vont se réunir et chacun va voir maintenant comment on va décliner ce programme au niveau opérationnel, au niveau des agences d'exécution. Alors, rappelez-nous un peu quel doit être le profil de l'administrateur public, quelle est la mission de l'administrateur public également, le président d'un conseil d'administration, d'un conseil d'orientation ou de surveillance qui détient réellement ou pas des pouvoirs lui permettant d'influer, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, dans la gestion et l'administration d'une structure publique. On aimerait bien savoir. Mais sa mission, d'abord, la première chose, c'est qu'elle représente le chef de l'État dans l'établissement public. Parce que souvent les gens ne savent pas. Et comme vous dites, on pense que c'est par complaisance souvent qu'on nomme à ces postes-là et comme vous dites que ce sont des postes de sinécure finalement. Ben, ce dont je suis certain, c'est que le président du conseil d'administration du groupe Futur Média a théoriquement les mêmes responsabilités que le président du conseil d'administration de l'établissement public et ça doit être exactement la même chose. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans la responsabilisation. Les textes sont clairs. Donc, c'est d'abord, c'est le président du conseil d'administration qui dirige le conseil. Donc, c'est lui qui valide le conseil d'administration, qui valide les stratégies. C'est lui qui valide les investissements. C'est lui qui valide les recrutements. C'est lui qui... En fait, il est la cheville ouvrière. Le directeur général est un organe entre guillemets, sans terme d'exécution. Il rend compte. En fait, le directeur général rend compte. Donc, il est sous la responsabilité du président du conseil d'administration. Dans une organisation normale, toutes choses étant égales par ailleurs, un directeur général qui ne fait pas son travail, qui n'arrive pas à faire ses chiffres, on l'enlève dans le service privé. Et je pense que l'État a engagé un certain nombre de réformes. Il faudrait qu'on aille plus loin que ça. Aujourd'hui, on a les contrats de performance qui existent, qui permettent de mesurer les résultats du directeur général, mais nulle part, il faut qu'on aille plus loin, qu'il puisse y avoir des sanctions positives et négatives. Cela veut dire que l'État puisse donner la latitude à un conseil d'administration que si les résultats ne sont pas atteints, que le directeur général puisse être enlevé. Mais ça va demander beaucoup de changements. Ça se fait dans des pays et ça marche très bien comme ça. Voilà. Je pense qu'il faut un équilibre des choses. La perception qu'on a, l'argent public, c'est l'argent qui appartient à personne. Il faut que ça cesse. Et je pense que l'argent public est encore beaucoup plus important que l'argent du secteur privé. Alors, on a parlé du conseil d'administration, des présidents et tout, ce qui nous permet de revenir un peu sur les questions d'actualité avec l'ONAS que vous avez dirigé et qui est au cœur d'une polémique. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez été donc prédécesseur de Cheikh Tidiane. Ces deux Cheikh Tidiane qui sont protagonistes, on s'y perd finalement. Bien, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces... Je suis très mal, je suis mal à l'aise pour en parler, mais je connais la maison. Je suis parti de l'ONAS en 2021, mais il y a eu 4 DG qui sont passés après moi. Celui-là, c'est le 4e, c'est quand même, 4, ça fait 4 quand même. Et je pense qu'un des gros problèmes, c'est l'instabilité institutionnelle. Avoir 4 DG en 4 ans. Vous avez mis combien de temps? Moi, j'ai mis 3 ans. Je fais partie des gens, j'ai vu 3 ans et quelques même. Je fais partie des gens qui ont le plus duré. Ce que je peux dire, c'est un métier très ingrat, l'assainissement. C'est un métier très ingrat, très difficile. Ça demande beaucoup d'abnégation. Ça demande beaucoup d'engagement pour arriver à faire des résultats. On a fait de belles choses quand j'y étais. Et je pense que ceux qui m'ont remplacé continuent à faire également de belles choses. Mais ce que je peux vous dire, c'est très difficile. Ma certitude est qu'il n'y a aucune malversation par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à ce qu'on a dit. C'est ma certitude. Aussi bien de la part du DG que du ministre? Le ministre, je ne peux pas. Le ministre, en fait, on revient sur les agences d'exécution. Le directeur général
est autonome dans la gestion de l'agence d'exécution. Le ministre n'a aucune responsabilité dans la gestion de l'ONAS. Aucune responsabilité dans la gestion de l'ONAS. Et je pense que ça, on l'oublie souvent. Vous allez voir ce qui va se passer. Rien ne va se passer, on va absolument rien trouver. Je pense que absolument rien ne s'est passé. Bon, on est un pays où on aime beaucoup le buzz. Mais je pense qu'il n'y a rien qui s'est passé à l'ONAS. Alors vous, DG, est-ce que vous avez déjà reçu des instructions de la part de votre ministre de tutelle à l'époque? Et comment vous vous êtes comporté face à cette situation? Bon, mes rapports avaient été tendus avec mon ancien ministre, je le reconnais, mais il ne m'a jamais donné d'instruction directe parce qu'il sait qu'il ne doit pas me donner d'instruction directe. Vous avez deux tutelles, la tutelle financière et la tutelle technique, et vous êtes comptable de votre gestion. Je n'ai jamais reçu d'instruction de mon ministre. Si je les avais reçues, j'aurais refusé. Parce que je suis entièrement responsable. Et je pense que ça, c'est des problèmes. Les gens ne lisent pas les textes en réalité. Mais si on lisait les textes, on aurait pu savoir que ça ne marche pas. Le ministre ne peut pas vous donner d'instructions sur votre gestion. Vous êtes responsable et l'organe de gouvernance à qui vous devez rendre compte, c'est le conseil d'administration qui seul peut vous donner des instructions. C'est tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'incompréhension. Mais si les gens lisaient les textes, je pense qu'on aurait évité beaucoup d'erreurs. On aurait bien voulu aborder les législatives avec vous, mais le temps nous est malheureusement compté. Peut-être très rapidement une question par rapport à ça. Ces législatives, vous êtes investi? Non. Vous êtes sur les listes, pourquoi? Non, ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'on va à des élections. Il faut souhaiter que le meilleur gagne. Il faut souhaiter que ça se passe dans la paix et dans la transparence. On est tous de passage. Il faut qu'on pense à quel pays on va laisser au Sénégalais demain. Je souhaite naturellement que notre parti ait la majorité pour pouvoir gouverner. Mais il n'y a rien d'acquis. Il faut être réaliste de temps en temps. Si on n'arrive pas à avoir la majorité, ce qui va se passer, c'est que ce pays sera bloqué pendant 4 ans. Et je pense que les Sénégalais nous ont fait confiance. Il faut qu'on nous donne les moyens de pouvoir gouverner. Naturellement, si on a une majorité, on n'aura plus d'excuses. Alors, il faut faire des résultats. Est-ce que cela vous met à l'aise quand on critique le bilan du président Macky Sall, sachant que vous avez votre part d'inventaire, votre part de ce bilan? J'ai ma part de ce bilan sur deux choses. J'ai ma part de ce bilan sur l'eau potable et j'ai ma part de ce bilan sur l'assainissement. Et je pense en toute modestie avoir fait un excellent travail. Le bilan de n'importe quel homme politique, de Senghor à Diouf, il y a toujours des choses à parfaire. Voilà. Mais je pense que ce qui s'est passé sous Macky Sall, c'est plus toutes les violences qu'il y a eu pendant la post-électorale et tout ça. Mais je pense que son bilan, il y a des choses qui sont ce qu'on a appelé le bilan immatériel, quoi, que vous pointez du doigt. Non, la mort est quelque chose de matériel. Tuer quelqu'un, c'est pas immatériel, c'est matériel. Qui a tué qui? Non, mais il y a eu, comme on parle de 61 morts, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de violence, il y a eu des nervis qu'on a recrutés. On s'était cru être du temps d'Haïti avec les tontons Macoute. Je pense qu'il y a eu des morts qui a eu lieu dans ce pays. Et on n'avait pas besoin de ça. Il ne faut plus jamais que ça arrive. Ce pays ne mérite pas ça. Lansana Gagny Sakho, merci. Merci. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.